Le restaurant Parmesan et Haggerty sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on se déplace du côté de New York avec Mathieu Ziska. Mathieu, tu vas nous faire visiter un musée de New York qui est quand même imposant. Musée qui a l'air de rien de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a du stock. Exactement. Alors, comme on peut le voir sur les photos, là, l'extérieur, ça annonce vraiment pas. Assez que lorsque je me suis présenté là, j'ai été avec d'autres personnes. J'ai rentré en premier pour voir là, ça avait l'air de quoi, parce que ça annonçait vraiment pas. Mais quand on rentre à l'intérieur, là, c'est tout autre chose. Il y a plusieurs années, c'est tout divisé. Il y a une section des années 10, années 20, 30, 40, jusqu'aux années 80. Tout par décennie. Oui, puis il y a une section qui concerne les Franklin. Ça, c'est des autos qui étaient faites dans l'État de New York. D'ailleurs, il y a eu 115 compagnies d'automobiles qui ont fabriquer des voitures dans l'État de New York. C'est important de le dire. En Amérique, il y en avait 1200 au départ, au début de l'industrie. New York, 100 marques de voitures, juste là. Les plus connus, c'était évidemment Pissarro, qui a fonctionné pendant 37 ans. Après ça, on a eu Franklin, 32 ans, Cunningham, 29 ans, et puis Maxwell, 21 ans. Alors, on va visiter la section, justement, des Franklin. La première voiture qu'on voit, c'est une 1903. C'est une Franklin, c'est une 4 cylindres de 10 chevaux. Ça valait 1 300 $ dans le temps. Il faut noter que toutes les Franklin, c'était des voitures refroidies à air. OK, moteur à air, pas de liquide. Pas de liquide. Alors, la deuxième, c'est une 1907, une Franklin 4 passagers Touring. C'était toujours un 4 cylindres de 12 chevaux. Cette voiture-là valait 1 850 $. Juste pour se mettre dans le contexte, 12 chevaux, c'est pas beaucoup, ça on le sait. Au niveau du prix, c'est extrêmement dispendieux pour l'époque. C'est dispendieux parce que un Ford était beaucoup en bas de 1 000 $ dans ce temps-là. Oui, même à la fin, on pouvait avoir un Ford T pour 480 $, je crois. Exactement. Ensuite, il y a une 1909, une Franklin 5 passagers. C'est un 4 cylindres toujours, 227 pouces cubes de 28 chevaux. Celle-là, c'est à 2 800 $. Toujours le principe de refroidissement à l'air. Tout le temps, le refroidissement à l'air. Ensuite, on a un modèle 1910, qui est un modèle G Runabout. Il faut remarquer que le capot moteur, c'est comme un berry. Puis ça s'enlève complètement. Il y a une poignée sur le dessus, là, puis le devant s'enlève complètement. Ça, c'est pour avoir accès à la mécanique facilement. Pour avoir accès à la mécanique facilement. Ensuite, il y a un modèle... ça a été d'ailleurs la dernière année qu'il y avait le capot en forme de berry. Après ça, on est venu avec un capot plus conventionnel. Le baril était pratique, mais pas trop beau. C'est ça. Ensuite, on voit un 1920 avec il appelait le modèle un V windshield. C'est que le pare-brise avant est en 2 pièces, puis il est en forme de V. Ça valait 3 750 $. Pourquoi pare-brise en forme de V? Est-ce qu'il y avait une raison J'imagine technique? Que ça doit être une question d'aérodynamique ou d'esthétique. Peut-être pas aérodynamique, parce que dans ce temps-là... on les poussait pas vers là. On les poussait pas vers là. Ensuite, on voit un 1925, qui est un 5 passagers, modèle 10C. Là, il y a un 6 cylindres, celui-là, de 32 chevaux. Faites à remarquer que le châssis de ce véhicule-là était tout en bois, en frêne. Puis c'était la compagnie qui utilisait le plus d'aluminium au monde. Donc, le bois pour faire le châssis. Le châssis, puis la voiture, beaucoup d'aluminium. Et comme je disais, là, c'était le plus gros consommateur d'aluminium au monde dans le temps, la compagnie Franklin. Donc, ça devait être une voiture plus légère que les autres de l'industrie. Plus légère, exactement. Ensuite, on a un modèle coupé Victoria 1926, qu'on peut voir aussi. Puis, le dernier, c'est un Franklin Airman Sport Touring. Ce véhicule-là s'est appelé Airman parce que c'était la voiture préférée de Charles Lindbergh. OK. Puis lui, il roulait en Franklin, justement. Alors, le nom Airman, c'était
en l'honneur de Charles Lindbergh. Une belle image de marque associée à notre voiture. Exactement. Très bon nom. Mathieu, nous, on va se retrouver un petit peu plus tard. On va continuer la visite de notre musée. C'est super intéressant. Parfait. Cette semaine, on parle d'huile avec Marc d'Hypertech. Marc, bonjour. Hey, salut Eric, ça va? Très bien. Good. Là, on va parler d'huile à moteur pour les voitures antiques, des huiles à moteur qui ont souvent du zinc, et des huiles à moteur pour les voitures haute performance modernes. Exact. Fait qu'on touche aux deux volets aujourd'hui. C'est ça. Les huiles à moteur, on sait que ça sert à toutes sortes de propriétés. C'est important pour énormément de choses, que ce soit la dissipation de la chaleur, la lubrification, etc. Bon, maintenant, pour nos deux voitures qu'on a devant nous, on a deux voitures de rêve. Ah, tu le dis. Challenger 70, 440 Magnum, puis le nouveau-né, la première génération. 2008. 2008, une des 500 qui ont été produites à ce moment-là. La nouvelle Challenger de l'époque. Fait qu'on peut pas se plaindre. On en prendrait chacun une, je pense, tout de suite. Oui, ou toutes les deux, peu importe. Peut-être les deux, ça dépend des jours. Au niveau des huiles, chacune de ces voitures-là est d'une époque différente et a des besoins différents. Exactement. On commençait par notre 70 Challenger. Alors, c'est ça. Alors, à l'époque, on avait des grades qui sont très différents d'aujourd'hui. Et on avait des technologies. À l'époque, on avait des sièges de valve, etc., les roller cams, puis flat tappet cams. Ça demandait du zinc, le fameux zinc. Le zinc qui est toujours présent dans les moteurs d'aujourd'hui, mais qui est à des niveaux beaucoup moindres et maintenant aussi de types différents, un petit peu au niveau de la formulation. Alors, on avait les 10-30, 10-30 et 20-50 qu'on connaît. Là. Alors, ce qu'on met dans une auto comme celle-là, évidemment, c'est surtout la 20-50. Et pour les autos plus, je dirais, normales, les moteurs se revenaient avec la 10-30 à l'époque. 20-50 parce que le grade permet justement d'absorber plus de chaleur, etc. C'est ça. OK. Ouais. Le zinc, par curiosité, Oui. on en mettait plus autrefois. Aujourd'hui, on en met beaucoup moins. Et c'est quoi la propriété du zinc? C'est ce qui permet de créer un film lubrifiant sur le métal qui va empêcher le contact métal-métal et l'usure, finalement. Donc, l'huile adaptée pour ces voitures-là avec Voilà. zinc. Voilà. Si on parle d'une voiture plus moderne, haute performance, à ce moment-là, on ne parle pas des mêmes huiles. On ne parle pas des mêmes huiles. Alors, les normes ont évolué énormément. Les grades ont évolué aussi. Aujourd'hui, on parle de 0,20, 5,20, 5,30. On a un petit peu, j'ai amené ici une 10,40. Qu'on voit un peu encore aujourd'hui, 10-40. On offre une 20-50 aussi Ici. dans ces huiles-là. Mais ce qui se vend le plus, c'est les grades les plus clairs et on s'en va vers du 0,16 et même plus bas là, dans l'avenir. Dans un avenir, somme toute rapproché. Donc, plus on descend le grade, plus l'huile répond rapidement à ce moment-là. Ah, oui, c'est ça. Alors, c'est pour des soucis d'économie d'essence, tout ce qui est économie d'essence, évidemment. Moins de pollution. Toute la ligne au complet. Exactement. Pour les démarrages à froid aussi, j'imagine que ça fait une différence. Oui, ça fait une différence. Oui. Alors, surtout dans nos hivers québécois, là, c'est spécial. Effectivement. Fait que t'en prends une, j'en prends une, puis écoute, on va aller prendre un petit café. Là, on va flipper. Pile ou face? Pile. C'est moi qui gagne, je les prends tous les deux. Ah, c'est pas juste. Merci, Marc. Merci. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. On poursuit notre visite avec Mathieu Ziska à New York. Mathieu, là, on s'en va du côté électrique et la voiture. Oui, là, on a une 1914, une Détroit électrique. Évidemment, c'était fait à Détroit, au Michigan. C'est une compagnie qui a commencé à faire des voitures à cheval, puis par après, on s'est transformé en véhicule électrique. J'aimerais ça qu'on parle un peu d'électricité par rapport dans le contexte du temps, parce que dans le temps, il y avait l'essence, la vapeur et l'électricité. Oui. Là, c'est un combat de 3 technologies différentes. Exactement. Là, l'avantage de la voiture électrique, évidemment, c'est que tu n'avais pas de manivelle pour démarrer le moteur, seulement 2 pédales. Facile de recharger à la maison. N'importe qui pouvait conduire ça. Évidemment, une personne qui avait les moteurs, c'était pas trop facile à démarrer. Alors, ça, c'était beaucoup plus pratique.
Alors, l'auto qu'on a ici, c'est une 1906. C'est une batterie au plomb et à l'acide sulfurique rechargeable. En 1907, on a fait une conduite intérieure. Les véhicules, dans ce temps-là, c'était des décapotables. En fin de compte, il n'y avait pas de fenêtre, rien. Là, ici, on a un véhicule complètement fermé. Un habitacle complet. Un habitacle complet avec des vitres courbées. C'était une première, ça aussi. Et puis, pour descendre les vitres courbées, c'était pas Bien, problématique? c'était pas des vitres qui se descendaient. Là. Les OK. vitres courbées, là, ça, c'était des vitres fixes OK. pour l'arrière puis en avant. Thomas Edison a travaillé sur des batteries. Par après, on est venu avec des batteries nickel-fer. C'était plus léger, puis le temps de recharge était plus rapide. Ces autos-là pouvaient avoir une autonomie de 120 km. Quand même. Puis ça roulait à 40 km/h. C'est presque aussi bon. Là, je ne comparerai pas ça à Tesla, mais les premières Nissan Leaf, là, à part que d'aller plus vite, C'était l'autonomie l'autonomie. est à peu près pareille. C'est exactement. C'est même, moi, je trouve ça énorme pour l'époque, l'autonomie. Là. On pouvait facilement, dans un village, se déplacer oui, avec une voiture oui. électrique puis pas manquer d'énergie. Même une personne dans la ville de New York pouvait faire toutes ses affaires dans la journée là, avec une seule recharge. Il s'est vendu plus de 3000 Détroit électriques et ça s'est vendu jusqu'en 1939. Quand même? Oui. Jusqu'en 39, la voiture électrique. Jusqu'en 39. Après ça, le prochain véhicule, là, on change de décennie, là, c'est une Cord 1937. Je vous en ai déjà présenté, mais celle-là, je la trouve vraiment exceptionnelle. Là. Cord, juste pour situer les gens qui connaissent ça un peu moins, Cord, c'est une voiture de grand prestige. C'est une voiture de prestige qui appartenait au consortium Duesenberg, Auburn, Cord, puis les moteurs Lycoming. Les moteurs Lycoming, ça existe toujours, c'est des moteurs d'avion. Alors, ce véhicule-là, ça a été dessiné par Gordon Biorig, qui est un dessinateur reconnu. C'était le premier véhicule à traction avant, Quand même. qui avait sorti au départ en 1929. Les phares escamotables. On pouvait avoir un supercharge sur le moteur qui donnait 170 forces. Je voudrais revenir à la traction avant. Lui, dans le fond, il a appliqué, mais c'est Citroën qui a développé la Non, traction avant, non? lui a eu les tractions avant Citroën. OK, merci. Avant Citroën. Alors, l'auto valait 2500 à 3600 $. Pour vous donner une idée, là, une auto moyenne dans ces années-là, c'était 760 $, puis une maison, c'était 4100 $. On s'entend. Statut social. C'était statut social. Dans la même veine, la prochaine voiture qu'on voit, c'est une Auburn 851. C'était toujours fabriqué par le même consortium. C'était un V8 de 115 chevaux qui pouvait développer 150 chevaux avec un supercharge. Là, on tombe vraiment dans la technique plus avancée. Oui, ça, Auburn avait été acheté par Cord, justement, en 1924. On peut voir un autre modèle aussi au musée, qui est une 1935, un modèle 653. Ça, c'est un modèle moins dispendieux, qui avait un 6 cylindres de 210 chevaux. Quand même intéressant aussi. Oui. 6 cylindres. 6 cylindres. Après ça, le prochain véhicule, c'est une Chrysler CL 1932, convertible sédan. C'était un 8 cylindres de 385 pouces cubes de 135 chevaux. C'est une voiture qui se vendait 3 595 $. Il y en a eu 49 de produites. Il en resterait 16 selon les records là, de... Ça pourrait être un bon placement. Ça pourrait être un bon Effectivement. placement. Comme on peut voir ces photos, là, le siège arrière est divisé. Là, c'est comme des fauteuils là, de grand luxe. Là. C'était vraiment un auto de luxe à ce moment-là. Fait pour être conduite par un chauffeur principalement. Pratiquement. On prend une petite pause, Mathieu, Oui. puis on va continuer la visite de notre musée tout de suite après. Parfait. Mario, cette semaine, on parle d'un tunnel entre New York et le New Jersey. Un des premiers construits, on parle des années 20. Là. Exactement. La construction a commencé en 1920. On parle du tunnel Holland, qui traverse de l'île de Manhattan jusqu'au New Jersey, bien sûr. La construction s'est terminée en 1927, inaugurée le 12 novembre. Je vous parle du tunnel un peu d'entrée de jeu, mais si vous parlez d'une petite voiturette qui est à l'intérieur du tunnel, qui elle, est arrivée en 1955, qui se nomme le Catwalk, et vous comprendrez pourquoi. Tout d'abord, le tunnel, pour situer les gens, c'est un tunnel le plus long à l'époque, tunnel sous-marin qui existait, de 2200 pieds de longueur.
C'est un beau défi technologique. Oui, il y a même 2 ingénieurs lors de la construction qui sont décédés. Un par hasard par rapport à une crise d'amygdale qui a mal tourné et l'autre par l'air qui était suffocant dans le tunnel. On a eu des problèmes à ce niveau-là. Bref, le tunnel, une fois terminé, le droit de passage était de 50 sous. L'équivalent en dollars d'aujourd'hui de 7,36 $. Donc 50 sous, dollar constant, 7,36 $. Oui, à l'époque. On peut faire le lien aujourd'hui. Ben oui. Ça coûte combien aujourd'hui? C'est 24 ou 25 $, là, vous me corrigerez. On n'a pas suivi l'inflation. Non, pas tellement. La première journée, il a passé 52 000 voitures dans le tunnel. 52 000. 52 000 et après un an, il y en avait passé 8,5 millions. Donc, ça vous donne un peu l'importance de la nécessité de ce tunnel-là. Et là, vous voyez venir, lorsqu'il arrivait quelque chose dans le tunnel, on avait un méchant problème pour se rendre sur le lieu de l'accident ou sur la problématique. On ne pouvait pas se rendre tout simplement. Ah ben là, il fallait enjamber. Au niveau sécurité, c'était très, très dangereux. Si bien qu'en 1955, on arrive avec la petite voiturette que je vous parle, la Catwalk, qui a été créée sur une rail en bordure à l'intérieur du tunnel. Donc, de cette façon, le policier pouvait se rendre assez rapidement. Et là, je dis rapidement, la vitesse de croisière était de 12 000 à l'heure, 20 km/h. Bon, bref. Relativement rapide. Oui, relativement oui. rapide. Ça fonctionnait juste dans un sens, et arrivé au bout, le banc pivotait et on revenait tout simplement sur nos pas dans le même sens. Là, Si on avait un blessé qui était vraiment en mauvaise position, on ne le sauvait pas avec ça. Là. Non, mais au moins, on pouvait intervenir et il pouvait se rendre par mesure de sécurité. Et puis, ça marchait sur 2,40 volts naturellement. Ça avait 2 pieds de large et installé sur une rail, comme j'ai dit tantôt. Bref, c'est tous des petits aspects de technologie de fun que l'automobile a amené justement à l'homme à Se dépasser. se dépasser. Ouais, c'est Ouais. le mot, effectivement. Ouais. Merci encore, Mario. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par V8 Passion et les belles autos d'hier. On poursuit notre visite de musée avec Mathieu. Mathieu, là, on va parler de gros cylindrés un peu plus parce qu'on avance dans le temps. Là, on tombe dans les cylindrés V16. V16, exactement. Alors ici, on a une Marmon 1933. C'est la dernière année de Marmon. D'ailleurs, ils ont vendu 84 autos en 1933. Ça a été le début de la fin. Oui, mais c'est ce pas véhicule-là était équipé d'un V16. Le V16 est sorti chez Marmon en 1930, au mois de décembre. Puis Cadillac a sorti son V16, lui, au mois de janvier 1930. Puis curieusement, c'est les anciens ingénieurs de Marmon qui avaient déménagé chez Cadillac, puis qui ont travaillé sur le V16 de Cadillac. Alors, ils se sont fait damer le pion par leurs anciens employés, en fait. Il y a aussi la crise de 29, probablement de façon circonstancielle, qui n'a pas aidé à vendre des voitures. Non. Parce qu'il faut dire que la marque est une marque, encore une fois, de très haut de gamme. Très grand luxe, parce que cette voiture-là valait 5 075 en 1933. Et là. mon Dieu, un Ford 33, là, ça valait pas 1000 piastres. C'était 800, je crois. Alors, si je me trompe pas. c'est ça. C'était des véhicules trop dispendieux pour l'époque. La prochaine voiture qu'on voit, c'est un Graham 1938 Shark Nose. Ça, c'est du design. Ça, c'est vraiment du design. D'ailleurs, ce véhicule-là a été acclamé partout par les dessinateurs d'automobiles, les ingénieurs. Elle a gagné des prix à Bordeaux, à Paris, à Deauville, à Lyon. C'était vraiment exceptionnel comme dessin. C'est réussi comme voiture. Puis le rappel au requin, il est vraiment évident. Là. Exactement, mais sauf que les gens n'étaient pas prêts à acheter ça. Il s'en est vendu, on ne s'entend pas sur la quantité, il s'en serait vendu à environ une dizaine de mille pendant 3 ans. Elle avait un 6 cylindres de 218 pouces cubes de 90 chevaux, mais elle pouvait être équipée d'un supercharge aussi qui ramenait le tout à 116 chevaux. C'est une belle voiture, mais c'est un beau prototype pour l'époque. Bien, c'est ça. Ça a été vu plus comme un prototype que d'autres choses. La prochaine que je vous présente, c'est un Studebaker Speedster. Ça peut être considéré comme le premier personal luxury car, là, style Grand Prix, puis Monte Carlo, Chrysler Cordoba, ces choses-là. En 1955, ça s'est fait une seule année seulement. C'est un véhicule sport, mais familial sport, si on peut dire. Cette voiture-là avait un V8 259 pouces cubes de 185 chevaux. Vous pouviez l'avoir en plusieurs 2 tons. Il pouvait avoir 6 2 tons ou 2 3 tons. Pour vous donner une idée, là, peinturer une voiture en 3 tons, aujourd'hui, là, ça coûterait une fortune parce que
Vous pouviez avoir un Dodge Challenger dernièrement, là, avec le capot puis le toit noir, ça coûtait 3 000 de plus. Effectivement. Surtout que ça sort de la chaîne de montage. Exactement. Là, ça Mais amène dans beaucoup ce de temps-là, coûts. 3 tons. Là. Alors, comme je disais, ce véhicule-là s'est fait seulement pendant 1 an. Le modèle qui a retenu le plus l'attention, c'est la combinaison de couleurs était jaune citron et vert lime. Oh boy, on le voyait de loin, lui. On le voyait de loin, c'était assez spécial comme couleur. Les prochains véhicules que je vais vous présenter, c'est des véhicules dans les années 50. Là, on arrive plus dans les années d'après-guerre, là, où là, l'argent coulait. Alors, la première que je vous présente, c'est un DeSoto Adventurer 1956. Faites à noter, les DeSoto Adventurer avaient toujours le même thème de couleur, or et noir ou blanc et or. Alors, ce véhicule-là s'est produit à 996 exemplaires. Il en resterait environ une quarantaine. Il y avait un moteur EMI 341 pouces cubes dans ce véhicule-là de 320 forces. Ce véhicule-là pouvait rouler jusqu'à 143 000 à l'heure. Quand même rapide. Puis le design aussi. Le design. J'aime ça. Je trouve ça poussé pour l'époque. Puis le prix était de 3 728 $. C'était relativement cher là, parce qu'il y avait des véhicules en bas de 2 000 $ dans ce temps-là. Oui, c'est facilement. Effectivement. Ouais. La voiture du peuple était dans ces prix-là. Oui. La prochaine, c'est un Pontiac Bonneville 1957. C'est la première année du Pontiac Bonneville. Chaque concessionnaire avait le droit d'en avoir une seule. Alors, la Pontiac Bonneville, il était toute blanche. Il était toute décapotable. Il y avait un moteur de 347 pouces cubes à injection de carburant. Puis il était complètement équipé, là, pour l'équipement du temps, là, power brake, power steering, siège électrique, les vitres électriques, l'intérieur en cuir. C'est un véhicule qui se vendait 5 782 $. Ouais. Alors, ils en ont fait autant que le nombre de concessionnaires, là, environ 600 qui ont été produites. Tu as parlé d'injection. Oui. C'est de voitures américaines. On voyait ça plus du côté de l'Europe, l'injection à cette époque-là. Ça n'a pas duré, ça. Il y a eu une tentative là, dans ces années-là, 57-58, là, mais dû au mauvais rendement de ces systèmes-là, ça a été abandonné. Chrysler a eu ça aussi, puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais continué. En terminant, Mathieu, on va parler d'une Packard. Oui, alors c'est la dernière année de Packard. C'est une Packard Hawk 1958. Évidemment, c'est une dérivée de la Studebaker Hawk. On avait modifié le devant pour y donner une allure Packard. Ce véhicule-là était équipé d'un V8 289 pouces cubes avec un supercharge 275 forces. Il s'en est fait seulement 588 de ce véhicule-là, mais comme je disais, ça a été le champ du signe pour Packard. Ouais. Alors, le dernier véhicule que je peux vous présenter, c'est une autre DeSoto, 1959, une Adventurer décapotable. Il y avait un V8 de 383 pouces cubes dans ce véhicule-là, de 350 chevaux. Il s'en est fait 687 en 59, dont seulement 97 décapotables. Caroline, c'est rare. Ça valait 4 425 $. Un véhicule en parfaite condition aujourd'hui, condition concours, là, ça pourrait se vendre aux alentours de 250 000 $. Bon placement, hein? Un très bon placement. Merci, Mathieu, pour cette belle visite. C'était super intéressant. Très apprécié. Merci. Ce segment vous a été présenté par Aguilty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier. Bien, dans ce beau décor, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. V8 Passion est fier de vous avoir présenté Passion Auto Rétro.